Salut à tous. D'habitude, je ne poste pas ce genre de choses, mais j'ai besoin de quelques avis. Laissez-moi reprendre depuis le début pour vous donner tout le contexte. En grandissant, ma famille n'était pas vraiment ce qu'on appelle parfaite. Mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans, et à partir de là, ma vie s'est aussi divisée. Je suis resté la plupart du temps avec ma maman, alors que mon père Jean est parti vivre ailleurs et est devenu le papa du week-end. Parlons de mon père. C'est le genre d'homme qu'on cite dans les postes de motivation parentale solide, fiable, toujours là pour moi. Même après le divorce, il a tout fait pour que je ne manque de rien. Il m'emmenait au parc, m'aidait pour les devoirs, n'a jamais raté un seul anniversaire. Ma maman, par contre, disons qu'elle avait une autre vision de l'éducation. Peu après le divorce, elle a rencontré Pascal, un type clinquant qui bossait dans la vente et semblait avoir réussi sa vie, du moins, c'est ce que je croyais. Il jouait le beau-père cool bonbon blague, toujours l'air concerné. Mais tout a changé quand ma demi-sœur Chloé est née. Soudain, je n'étais plus que la fille du premier mariage, une étrangère. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais petit à petit, tout s'est empilé. Pascal sortait des phrases du genre « Tu ne voudrais pas passer plus de temps avec ton père » ou « Ça doit être dur de ne pas avoir ta vraie famille autour. » Non mais ce n'était pas que les mots, c'était aussi la façon dont il agissait, comme si j'étais un chien errant tombé là par hasard. Il bougeait les meubles et faisait disparaître mes affaires, disant « Ici, ce n'est pas un garde-meuble pour les restes de ton père. » Maman, qui avant me défendait, se contentait de rire. Et puis, il y a eu Chloé. Dès qu'elle a su baragouiner Pascal, la traitait comme une reine. Je suis passé du statut de fille de maman à invitée dans sa propre vie. Au début, j'ai pris sur moi. Mais maman aussi a changé. Elle s'intéressait moins à ce que je faisais à l'école, ne demandait plus comment se passaient mes week-ends avec papa, absorbée par sa nouvelle petite famille. À 13 ans, j'ai surpris une discussion qui a tout chamboulé. Je prenais un verre d'eau la nuit et j'ai entendu Pascal dire à maman dans la cuisine « On n'a plus besoin de la pension de Julie maintenant. Ma promotion couvre tout. Elle serait mieux chez Jean de toute façon. » Jean, c'est mon père. Maman n'a même pas discuté. Tu as raison, je lui en parle demain. Je suis resté figé. Ce n'est pas comme si j'étais un boulet dont il fallait se débarrasser, mais c'est exactement ce que je ressentais. Le lendemain, maman me fait asseoir, sourire faux aux lèvres. Ma chérie, on a réfléchi, on pense que tu auras plus d'opportunités en vivant chez ton père à plein temps. C'est mieux pour toi. Traduction, on n'a plus besoin de toi. J'ai fait mes valises et je suis parti vivre avec John. Et tu sais quoi? Dana, ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Mon père n'a pas juste ouvert sa porte. Il m'a fait sentir chez moi. Il m'a donné la plus grande chambre de son appartement à Marseille. Peinte à ma couleur préférée, il m'a même laissé choisir les meubles. Il ne m'a jamais forcé à expliquer, il a juste dit « Ici, c'est chez toi ». À partir de là, c'était lui et moi contre le reste du monde. Arrivé à la fac, il était là pour toute rédaction des dossiers finance, tous les détails. Il a tout payé, même quand je voulais prendre un prêt. « Ton éducation, c'est ma responsabilité », disait-il. J'ai intégré une super école, décroché un bon boulot en sortant. Jean était si fier de moi, sans lui, rien de tout ça n'aurait été possible. Quelques années passent, tout roule. J'ai mon appart, un job qui me plaît. Je vois encore John tous les dimanches pour dîner. Mais l'an dernier, tout a basculé. Jean a eu un cancer en phase terminale. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Un jour, tout allait bien. Le lendemain, il était à l'hôpital à parler de traitement et de pourcentage que je ne voulais pas entendre. Il s'est battu, mais ça n'a pas suffi. En 4 mois, il était parti. Perdre Jean a été la pire épreuve de ma vie. C'était mon roc, mon repère, le seul à ne jamais m'avoir laissé tomber. Après l'enterrement, j'étais perdu. J'avais des amis, un bon boulot, mais rien ne comblait le vide. En ouvrant son testament, j'ai découvert qu'il me laissait tout son appart à Marseille, ses économies, un petit portefeuille d'actions. En tout environ 300 000 $. Je n'arrivais même pas à penser à l'argent. C'était de l'argent de sang, un rappel constant de tout ce que j'avais perdu. Pendant des mois, j'ai fait du métro boulot dodo sans saveur.
Puis, un jour, mon téléphone sonne. Maman, numéro inconnu. Je n'avais plus aucune nouvelle d'elle depuis des années, pas même un texto. Et là, elle m'appelle d'un coup. J'ai failli ne pas décrocher sûrement une arnaque, mais un truc m'a retenu. Julie, c'est maman. Je me fige. Elle ne sait pas si je vais écouter. Je voulais te dire que je suis désolé pour ton père. Je viens juste de l'apprendre. Comment tu tiens le coup? Tenir le coup. J'ai envie de rire. Jen est partie depuis des mois. Où était-elle quand je galérais avec l'enterrement et la solitude? Mais au lieu de tout balancer, je marmonne juste. Ça va, je suppose. Elle continue, me dit qu'elle pense à moi, qu'elle sait qu'elle n'a pas été là comme elle aurait dû, puis elle me prend à contre-pied. Tu voudrais qu'on se voit un café ou quelque chose? Au début, j'ai envie de dire non. Elle croit quoi? Qu'elle peut revenir comme une fleur après des années de silence. Mais perdre Jean a laissé un vide immense. Pour la première fois, je me suis senti vraiment seul. Pas de frère, pas de famille, sur qui compter juste moi dans un appart qui sent encore les restes de lasagne que Jean ramenait le dimanche. Alors j'ai dit oui, pas par confiance, ni même par réel désir de la revoir, mais parce que je ne pouvais pas m'empêcher de me dire « et si ?» Le deuil fait faire des trucs idiots. Peut-être que la perte de son mari l'a changé. On se retrouve dans un petit bistrot du coin à Toulouse. J'arrive 10 minutes en retard exprès en espérant presque qu'elle parte avant. Mais non, elle est là à une table d'angle, son café crème à la main. « Julie » dit-elle debout, me prenant dans ses bras avant que je puisse reculer. « Ça me fait tellement plaisir de te voir. » Je m'assois raide. « Ouais, moi aussi. » Pur mensonge, mais bon. Elle attaque direct le small talk, mon boulot, mon appart, mes voyages. Que du superficiel, comme si elle cherchait à sonder le terrain. Je réponds court, juste assez pour que ça ne meure pas. Puis elle attaque le fond. « J'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé quand tu étais jeune, » dit-elle, en fixant sa tasse, comme si elle y cherchait les réponses de la vie. Je sais que je n'ai pas été la meilleure maman. J'ai fait plein d'erreurs. Sans blague. Je voudrais vraiment arranger les choses, continue-t-elle. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais j'aimerais qu'on reparte à zéro, qu'on ait une vraie relation. Une part de moi a envie de rire au nez. Une relation maintenant, après toutes ces années, à me faire sentir invisible, mais une autre part, celle qui voudrait encore avoir une famille, a envie d'y croire. Pourquoi maintenant? Je demande bras croisés. Pourquoi pas il y a 5 ans ou 10 ans? Elle soupire. Parce que j'étais égoïste, Julie. J'étais centré sur ma vie, je n'ai pas vu ce que je ratais. Perdre Pascal m'a ouvert les yeux. Je cligne des yeux. Perdre Pascal? Elle relève la tête, mélange de tristesse et d'hésitation. Il est mort il y a quelques mois. Crise cardiaque. Je bug. Pascal, celui qui m'a fait sentir étrangère chez moi, qui l'a convaincu de m'envoyer chez Jean, est mort. Et je l'apprends comme ça. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Je ne pensais pas que ça t'intéresserait, dit-elle tout bas, comme si ça excusait tout. Mais après son départ, j'ai compris tout ce que j'avais perdu tout le temps. Le ténèbres gâché. Je digère difficilement. Je n'ai jamais aimé Pascal, mais apprendre sa mort me fait bizarre. Difficile de la plaindre quand je me souviens comme elle s'est débarrassée de moi pour lui. Je sais que je ne peux pas réparer le passé, ajoute-t-elle, la voix un peu brisée, mais je veux essayer si tu veux bien. Je ne lui fais pas confiance, pas vraiment. Mais une petite voix me dit « Et si elle est sincère, si c'est la seule chance d'avoir une mère ?» J'accepte par curiosité ou faiblesse. On se revoit plus souvent après ça café d'Edge. C'est étrange, au début, je ne suis pas habitué à ce qu'elle s'intéresse à ma vie. Puis, elle ramène Chloé dans l'équation. Ma demi-sœur, l'enfant doré à 22 ans, vit toujours à la maison. Une sorte de flottement, elle est entre deux jobs, mais ne cherche pas vraiment. Maman nous présente comme des étrangères, ce qu'on est en fait. Chloé fait la cool comme si on n'avait pas passé l'enfance à s'ignorer. Maman parle de toi toute la tête. C'est lourd, hein? Je ris gêné. Elle a du retard à rattraper. Malgré tout, je commence à bien aimer Chloé. Elle a ce côté sarcastique, un humour autodérisoire, et on rigole sur les travers de maman. Avant que je le réalise, je passe chez elle tous les 15 jours. Rien d'extra, juste une petite maison à Toulouse, mais une ambiance familière. Maman cuisine, Chloé raconte ses entretiens foireux,
Et l'espace d'un instant, j'ai presque une famille. Presque, car il y a toujours ce malaise au fond, comme si je savais qu'un truc allait tomber. Et là, tout bascule. Après un soi-disant dîner familial, maman me prend à part et me sort un numéro sur une opération du dos vital. Le médecin dit que si je ne la fais pas vite, je risque de ne plus marcher, dit-elle en se tenant le dos. Sauf que c'est cher, l'assurance ne couvre pas. Je me cale dans ma chaise, je digère. Combien? 20 000 $ à avancer, comme si c'était rien. 20 000. Qui demande ça comme ça? Je gagne bien, mais je ne suis pas Bernard Arnault. Je ne demanderais pas si j'avais le choix, ajoute-t-elle, la voix brisée pour le théâtre. Je hais cette position, Julie. J'aurais dû me méfier. Une mère qui te ghoste pendant des années puis réapparaît après la mort de Jean. Mais le deuil s'atamollit. L'idée qu'elle traverse quelque chose de grave même après tout me tord le ventre. D'accord, je lâche. Mais la moitié seulement pour l'instant. Je veux voir la facture de l'hôpital avant de donner le reste. Ses yeux brillent. Merci Julie, tu n'imagines pas ce que ça signifie. Ah, je transfère 17 000 sur son compte ce soir-là. Une semaine après elle et Chloé font les valises pour l'opération, soi-disant un hôpital spécialisé hors de l'État, le top mondial pour ce genre d'intervention. Je ne creuse pas, je ne veux pas savoir. Une part de moi veut croire qu'elle est honnête, même si une petite voix me dit que ça cloche. Les premiers jours, je prends des nouvelles. Ça va. Message type, c'est long des tests, l'OP c'est demain, je te tiens au courant. Ok, je n'attendais pas des nouvelles toutes les heures. Je me dis d'arrêter de psychoter. C'est ma mère, c'est sérieux. Mais le doute reste. Noël arrive et là ça commence à sentir le roussi. Je scroll Insta-film de Noël débile en fond et je reçois un DM de Sophie. Toujours au courant de tout. Ta mère se fait opérer, non, regarde ça. Capture d'écran de la story de Chloé. Pas une chambre d'hôpital, mais Chloé devant la tour Eiffel. Je crois d'abord à un vieux post, mais non daté, de 10 minutes. Hein, je mate ces stories. Le ventre qui se noue à chaque swipe. Chloé fait du shopping pose avec maman sur un marché de Noël à Paris. Paris, pas vraiment la capitale de la chirurgie du dos. Au début, je veux croire à une escale, à une coïncidence. Mais les heures passent, d'autres stories sortent de Chloé avec un sac Louis Vuitton maman. Devant un palace, même une photo de groupe avec tante Mireille et Camille, je ne savais même pas qu'elles étaient de la partie. Le matin de Noël, plus de doutes. Ce n'est pas une escale, c'est une vraie vacance, et c'est moi qui paye. J'appelle maman, voix posée. « Salut, je voulais savoir comment se passe la convalescence. »« Oh, ma chérie, c'est génial. Le chirurgien dit que tout s'est bien passé. Je commence la rééducation demain. »« Demain? » ?»« Demain. Elle va faire des squats devant le Louvre, ou tu loges à l'hôpital ou à l'hôtel. L'hôpital a un partenariat avec un centre de convalescence, c'est très confortable. Confortable, tu m'étonnes. Je voulais exploser, mais quelque chose m'a retenu. Le choc ou le besoin d'entendre encore un mensonge. Les jours d'après, je continue à faire semblant. Je demande des nouvelles, elle me sert toujours la soupe. Les kinés sont bluffés par mes progrès. Pendant ce temps, Chloé bombarde Insta avec des photos de repas hors de prix de piscine de villa. Sophie me balance un jour « T'as vu ça? Photo de maman et Chloé au bord d'une piscine de villa privée. Légende? Vivre notre best life, béni. Non, ouais, bénisse grâce à mes 17 000 $. Là, je ne peux plus laisser passer. Je commence à fouiller. J'appelle l'hôpital où elle était censée aller. Après 3 transferts, on finit par me dire qu'ils n'ont aucune trace d'elle. Je vérifie les billets d'avion Paris, pas un hôpital américain. Le clou message de Camille, ma cousine. Merci d'avoir payé la villa, c'est génial ici. Villa. Depuis quand je paye une villa? Ce soir-là, je gèle le compte où devait partir la deuxième moitié du virement. J'envoie un dernier texto à maman. Je sais que tu n'es pas à l'hôpital. Ne me contacte plus. Réponse immédiate. Julie, c'est pas ce que tu crois, laisse-moi t'expliquer. Pas intéressé. Mais maman et Chloé ne lâchent jamais. Quelques jours après le nouvel an texto d'un numéro inconnu,
Julie, c'est maman. Il faut qu'on parle, c'est urgent. Classique. Même bloquée, elle trouve une faille. Tout est toujours urgent quand ça tourne mal pour elle. Je regarde le message, je balance mon téléphone sur le canapé. Pas question. Ensuite, pluie d'appels mail, d'adresses, bidon message, Facebook de Chloé. Toujours le même ton. Il faut clarifier, tu ne comprends pas, tout débloque-nous. Qu'est-ce qu'il y a à clarifier? Je les ai grillés en train de siroter un espresso à Paris avec mon fric. Pas de zone grise. Mais ça devient encore plus tordu. Un jour au boulot Notif Mail, facture d'hôpital en pièces jointes. PDF nommé Invoice. J'ouvre le faux, le plus grossier de l'histoire. Logo d'hôpital flou, adresse, qui renvoie à un magasin de matos médical en Californie et cerise sur le gâteau le rib de maman pour payer. C'est ça leur plan. Une facture faite sous Paint, je décide de les piéger, mais indirectement. Je réponds que l'hôpital me contacte directement pour le paiement. Une heure plus tard, non pas besoin, l'hôpital n'accepte que les virements sur mon compte à cause de leur système unique. Système unique, bien sûr. Et moi, reine d'Angleterre. Je n'ai pas répondu. Ce week-end-là, Camille m'appelle, ce qui n'arrive jamais. « Salut Julie, je voulais prendre de tes nouvelles. » Je grille direct qu'elle a une idée derrière la tête. « Quoi, Camille? Tu as parlé à tante Mireille récemment. » Je soupire. « Non, et ce n'est pas prévu. » Pause. « Mana, elle m'a dit qu'elle avait des soucis. Genre payer la villa ou son addiction. 8 ans. Je n'en dis rien, je réponds juste qu'elle a fait ses choix. La semaine suivante, c'est la panique. Chloé poste sur les réseaux que leur riche parente les a abandonnés à l'étranger après avoir promis de les aider. Elle ne me nomme pas, mais tout le monde comprend. Une photo d'elles deux assises sur leur valise à l'aéroport Air d'Effet. Légende. On a fait confiance à quelqu'un qui nous a laissé tomber. Plus jamais. J'ai envie de répondre, poster tous les screens, les factures, les photos de Paris. Mais à quoi bon? Je fais des captures, je garde tout. Quelques jours plus tard, Sophie m'appelle morte de rire. Tu ne vas pas y croire. Chloé a lancé un GoFundMe pour lever 20 000 $ et rentrer au pays. J'éclate de rire. Qui va gober ça? Apparemment pas grand monde. Sophie m'envoie le lien, à peine 150 $, récolté surtout par des cousins qui n'ont pas le fin mot de l'histoire. J'ai dit failli donner $1 juste pour mettre « Fallait mieux gérer ton budget ». Mais je me suis retenu. Finalement, la réalité les rattrape. La villa à Paris, elles n'avaient pas payé la totalité, le proprio menace d'appeler la police. Elles vendent tout ce qu'elles ont acheté pour rembourser. De retour à la maison, tout s'écroule. Chloé perd son job étudiant pour absence, le loyer n'a pas été payé pendant leur vie de rêve à Paris. Évidemment, maman se tourne vers la famille, joue la victime, cherche la compassion et un peu d'argent. Grand-mère m'appelle. « Ta maman m'a appelé ce matin, elle pleurait, disait que tout le monde l'abandonne. » Abandonnée. C'est gonflé venant de celle qui m'a arnaqué pour financer ses vacances. Elle n'a pas froid aux yeux. Mais t'inquiète, je ne lui ai rien donné. Je lui ai dit que c'était à elle de régler ses problèmes. Je soupire. Désolé qu'elle t'embarque là-dedans. T'excuses pas, tu en as déjà trop fait. Si j'avais su, je t'aurais prévenu, elle est comme ça depuis toujours, crois que les larmes arrangent toutes, j'ai l'habitude. Tu as tenu bon, c'est tout ce qui compte. On raccroche, je me sens un peu mieux. Maman sème la zizanie, mais au moins, il y en a qui comprennent et me soutiennent. Mais ça continue. Camille me recontacte. « Julie, tu sais ce que ta mère et Chloé racontent sur toi? » Je soupire. « Laisse-moi deviner, c'est ma faute si elles sont fauchées. » En gros, oui. Mais le pire, c'est qu'elles m'avaient demandé de l'aide pour des urgences pendant le voyage. En fait, c'était pour un sac de créateur pour Chloé. Quand j'ai voulu récupérer mon argent, ta mère a dit que je n'avais rien compris et Chloé m'a traité de radine pas solidaire. Je suis écœuré. Tu les as remballés. Oh oui, ça s'est mal fini. Je leur ai dit que c'est elle qui se fichait de la famille, que je n'aiderais plus jamais. Ta mère a hurlé. Chloé a levé les yeux au ciel.
Je suis parti en leur disant qu'elles se débrouilleraient. Bien du d'un. Jouer, dis-je, mais j'enrage à l'intérieur. Elles n'ont aucune honte. La suite, je l'apprends indirectement. Message vocal de Monsieur Dupuis, le proprio de maman, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Bonjour, ici Monsieur Dupuis, le propriétaire de votre maman. Elle m'a dit que vous pourriez m'éclairer sur sa situation de loyer. Merci de me rappeler. Moi, je rappelle, il m'explique maman lui a raconté que j'avais promis de payer son loyer pendant qu'elle était en soins médicaux, puis que j'ai refusé la mettant dans le pétrin. Elle a fait comme si vous deviez la soutenir, mais franchement, ça ne collait pas, donc je préfère vérifier. Je fulmine? Pas du tout. Elle m'a menti sur une opération pour partir à Paris. Je ne savais même pas qu'elle avait du retard de loyer. C'est bien ce que je pensais. Merci, je vais gérer. Mais je n'en reste pas là. J'appelle maman, direct, elle décroche, enfin. Pourquoi ton proprio m'appelle à propos du loyer? Silence, puis elle joue l'innocente. Oh, j'ai juste dit que tu pourrais expliquer ma situation. Expliquer. Tu veux dire mentir pour toi. Tu lui as dit que j'avais promis de payer. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Calme-toi, Julie. Elle fait comme si j'étais folle. Je savais plus quoi faire, il menace d'expulser. Fallait y penser avant de dépenser à Paris. Je claque. Et là, elle change de ton. Je ne peux pas croire que tu sois aussi égoïste, crache-t-elle. Après tout ce que j'ai vécu, tu peux même pas m'aider un peu. Je ris, mais c'est nerveux. Tu te fous de moi? Tu m'as menti volé et maintenant tu traînes mon nom dans la boue pour te couvrir. Facile à dire. Elle crache. Toi, tu as tout eu et tu te prends pour meilleur que nous. J'ai raccroché. Fini de discuter. Mais pas fini pour autant. Le lendemain, j'appelle un avocat. J'explique tout fausse opération vol-diffamation. Je demande mes options. Vous avez un dossier solide pour la diffamation, dit-il. On peut aussi attaquer pour fraude si vous voulez. Fraude. Ça fait peur, mais c'est bien ça, maman m'a arnaqué de 10 000 $, puis essayé de salir ma réputation. Je n'hésite pas, on y va. Porter plainte, c'est le plus dur que j'ai fait, mais aussi le plus libérateur. Maman et Chloé ont tenté de m'en dissuader. Chloé m'a envoyé un long message expliquant que je détruisais la famille, que l'argent ne fait pas tout. Ironique. Quand c'était de mon argent, ça comptait. Non? Maman a joué la victime disant que je détruisais sa vie. L'audace? Qui détruisait la vie de qui au juste? Mais j'ai tenu bon. Pour une fois, je me suis choisi. Au début, c'est bizarre, on a l'impression de trahir un tabou, comme si on devait toujours tout sacrifier pour eux. Mais j'ai persévéré. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de principe de limite. Assez, c'est assez. Le procès a traîné des mois. J'ai douté parfois. Les frais d'avocat montaient. Les échanges étaient éreintants. Chaque message de maman ou Chloé me donnait la nausée. Mais je me rappelais pourquoi je faisais tout ça, mettre les choses au clair, exiger des comptes, prouver aux autres et à moi-même que je ne me laisserais plus jamais marcher dessus. Au final, le tribunal m'a donné raison. Maman et Chloé ont dû rembourser les 17 000 $ et la diffamation a été reconnue. Elles ne pourront plus recommencer. La sensation de sortir du tribunal en ayant gagné, ce n'est pas juste la victoire. C'est la liberté face à leur toxicité. Après, j'ai coupé les ponts. Plus d'appels, plus de textos, plus de deuxième chance. Elles ont franchi toutes les limites. Je ne les laisserai plus jamais entrer dans ma vie. Ce n'est pas facile de couper avec sa famille, mais c'est vital parfois. Il faut protéger sa paix, même si ça veut dire partir loin de ceux qu'on devrait pouvoir aimer. Le plus drôle, c'est qu'après, je n'étais même plus en colère. Ce n'était plus une question de rancune ou de vengeance, juste de l'indifférence, comme si elles étaient des étrangères que j'aurais croisées un jour. Elles ont fait leur choix moi aussi, et honnêtement, je vais bien mieux sans elles. Aujourd'hui, je me concentre sur moi. J'ai retrouvé d'anciens amis, recommencé à voyager, eu une promotion. La vie est plus légère sans leur chaos, et je redeviens enfin moi-même. Et oui, j'ai appris beaucoup de tout ça.
Si je devais dire une chose à quelqu'un qui a une famille toxique, c'est ça, tu n'as pas à te sacrifier pour eux. S'ils ne te respectent pas, tu n'as aucune obligation de rester. Tu te dois de partir même si c'est la chose la plus dure à faire. Voilà, c'est mon histoire. C'est le bazar, c'est absurde, mais c'est la mienne. Si tu as déjà eu affaire à une famille qui se croit tout permis, tu comprends? Parfois, le mieux c'est de partir et de les laisser gérer leur merde. La vie est trop courte pour attendre que les gens changent, alors que tu sais déjà qu'ils ne changeront pas. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. J'espère que ça donnera à quelqu'un le courage de penser à soi pour une fois.